Bien, nous reprenons le cours de nos travaux avec deux communications du docteur Lalan Mistry autour de la nutrition, de la dénutrition et de la nutrition et de la cicatrisation. Bonjour à tous. Je vais traiter aujourd'hui de la personne dénutrie et j'enchaînerai sur la deuxième partie de la présentation qui est finalement la prise en charge de la dénutrition en essayant de donner des adaptations par rapport au cas spécifique de la plaie. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais du pas à pas. J'essaye d'être didactique et je vais, même si vous n'allez pas m'interrompre, je vais essayer de faire petit à petit pour que tout le monde puisse suivre, ne connaissant pas précisément la spécialité de chacun d'entre vous. Alors, la nutrition est une discipline qui est relativement récente. Je suis maître de conférences en nutrition à l'Université Antilles-Guyane. Et cette discipline, en fait, est transversale à chacune de vos activités. Là, au niveau de la nutrition clinique de l'homme que je vais vous présenter, il s'agit de parler de l'équilibre, un équilibre de couverture énergétique quotidienne, et pas simplement énergétique, nous le verrons, de l'homme entre des apports qu'il va recevoir et toujours liés à des besoins. Donc il ne suffit pas de raisonner qu'un apport, il faut vraiment évaluer les besoins. Et puis des dépenses qui elles-mêmes dépendront de ces besoins. Donc la dénutrition de l'homme, a fortiori, ça va être ce déséquilibre de couverture énergétique quotidienne de l'homme pour que ce déséquilibre clinique apparaisse entre les apports qui ne couvriront pas les besoins ou alors des dépenses qui seront largement au-delà de ce qu'il fallait pour lui. Et parfois les deux. Alors, pourquoi il est important que notre monde de professionnels s'approprie ce qu'est la dénutrition, comment la dépister, comment la diagnostiquer, comment la prendre en charge? Parce que quels que soient les bons soins que nous pouvons donner aux personnes, s'il y a une dénutrition associée à la pathologie que nous prenons en charge, la morbidité, c'est-à-dire les conséquences rajoutées à ce que présente la personne, vont être multipliées par 3, par 5 ou au-delà. Déjà au niveau local de la plaie, si on regarde l'aspect local pur et dur, ça ne cicatrisera pas. Je prends souvent l'exemple d'un mur que les maçons doivent monter. S'il n'y a pas de ciment, on aura beau empiler des briques, le mur ne tiendra pas. On creuse une plaie, si on n'apporte pas suffisamment de choses, eh bien la plaie va se creuser davantage, elle va suinter. Et comme vous savez tous que les plaies sont des portes d'entrée, là, la personne, au niveau des nutritions, ne pourra pas se défendre et donc la vitesse à laquelle la surinfection va arriver dans la plaie va être dramatiquement plus rapide, amenant bien sûr les phénomènes de nécrose, puisqu'il n'y a rien pour pouvoir réparer, et une extension avec des risques au niveau des pieds, d'ostéite, qui sont plus faciles. C'est un boulevard. La personne dénutrie, elle n'a rien pour se défendre. Et ça arrive jusqu'à l'amputation, malheureusement, après. Alors, on a vu au niveau local d'une plaie, mais au niveau aussi de la personne, le fait qu'elle soit dénutrie rajoute une morbidité multipliée par 3 à 5 au niveau de toutes les autres pathologies qui préexistent aussi chez cette personne, voire permettent d'apparaître de nouveau d'autres pathologies contre lesquelles la personne dénutrie ne se défend plus. Et donc, du coup, elles émergent. Le meilleur synonyme de la personne dénutrie, globalement, dans le langage courant, ce serait une personne affaiblie. C'est l'affaiblissement complet de l'homme. D'abord parce que, au niveau de tous les aliments que nous avons, ils sont utiles à la production de gamma-globulines, de plein de protéines, en fait, qui servent à la défense immunitaire. Vous savez tous que nous nous défendons tous les jours contre des cancers. Mais c'est dans des périodes de notre vie où on est stressé, où on est davantage fatigué, où on est soumis à des contraintes fortes, que là, nos défenses s'abaissent.
Donc la personne dénutrie, elle, a un abaissement de toutes ses défenses immunitaires à la fois contre les cancers, mais à la fois contre les infections. Donc elles vont naître ou elles vont s'étendre si elles étaient présentes de façon loco-régionale et elles vont essaimer à distance, les métastases par exemple. Au niveau des défenses immunitaires, nous avons tous, même si nous ne sommes pas infectés, des germes que nous portons naturellement au sein du corps, dans le côlon notamment. Et lorsqu'une personne est dénutrie, nos propres germes qui nous colonisent habituellement normalement vont passer dans le sang par amincissement de notre paroi digestive. Et c'est ça qui est à l'origine des septicémies, des chocs infectieux. La personne dénutrie va avoir donc plus de morbidité, mais également davantage de mortalité. Vous savez qu'une personne dénutrie, souvent, elle a diminué sa dépense énergétique destinée vers l'activité physique. Ce sont des personnes qui sont alitées, qui se grabatisent. Et dans ce cadre-là, elles vont subir de plein fouet d'autres conséquences. Vous savez qu'avec l'âge, nous sommes de moins en moins musclés. À partir de 40 ans, ça commence à descendre. Et donc là, la personne, on appelle ça la sarcopénie, c'est un phénomène naturel. Là, la personne qui est alitée va avoir ce phénomène qui va augmenter en rapidité. Vous avez tous observé des personnes qui, une fois alitées, font des escarres très très rapidement au point de contact, ou bien des complications thromboemboliques qui sont le résultat de ces déshydratations, de ces alitements, avec de ces comorbidités qui arrivent après certains comas hyperosmolaires chez les diabétiques notamment. Et on a donc des phlébites, des embolies pulmonaires qui peuvent emporter notre patient dénutri. Donc le risque global de mortalité, il est au moins triplé. Et il y a des risques spécifiques de la pathologie dus à son aggravation. Alors comment fait-on le diagnostic de dénutrition ? Eh bien, on va partir de choses toutes simples. D'abord la clinique. Pour pouvoir parler de dénutrition, il va falloir regarder le poids, regarder la taille de la personne pour faire un calcul d'indice de masse corporelle, qui va être différent en définition en fonction de l'âge pour ce qui est de la dénutrition, on va le voir. Et cet amaigrissement, c'est également quelque chose qu'il va falloir, je dirais, il faut avoir une idée de ça sur un temps donné qui va être plus d'un mois, moins d'un mois, moins de 6 mois ou plus. Et puis on va s'aider de paramètres particuliers que vous connaissez. Le premier, c'est l'albumine. L'albumine, il est en fait acquis au sein de très nombreuses études qu'il y a un risque de surmorbidité associé dès qu'elle est inférieure à 35 grammes par litre et de surmortalité avérée dès que c'est inférieur à 30 grammes par litre. La préalbumine, qui elle est très sensible, non spécifique, qui va vous aider comme marqueur après de réalimentation de la personne, et la CRP qui est utilisée pour l'interprétation des deux autres marqueurs. Alors j'attire votre attention, en tant que professionnel, il ne faut pas utiliser l'albumine dans l'électrophorèse des protéines, qui n'est pas le dosage direct de cette albumine. D'accord ? Il faut utiliser le chiffre qui vous est donné par le résultat de l'albuminémie et pas celle que vous trouvez dans l'électrophorèse des protéines. Donc pour le diagnostic, on a besoin, nous, professionnels, d'avoir des yeux qui regardent et examinent nos patients, des oreilles pour écouter leurs plaintes, savoir s'ils arrivent à manger, à ne pas manger, pour quelles raisons, pour pouvoir agir sur le bon paramètre, et de temps, puisque comme vous le savez, ces personnes ne sont pas bousculables, on ne peut pas les voir en 15 minutes, elles sont particulièrement fragiles. Ça suppose aussi de pouvoir les peser. Donc dans les services où nous sommes, il nous faut au minimum un pèse-personne. Quand on ne peut pas, on peut avoir un fauteuil de pesée s'ils sont difficilement mobilisables ou bien des espèces d'araignées pour les peser. Et au fur et à mesure du temps, vous verrez, avec l'œil, on arrive à peser la personne quand on a l'habitude de cette prise en charge.
on a besoin d'un centimètre aussi, qui nous permet, pour ceux qui sont non mobilisables, de pouvoir extrapoler la taille à partir de la distance entre le talon et le genou. Sur la biologie, il nous faut un laboratoire qui dose soit sur place, soit qui envoie, mais qui récupère rapidement les résultats. Parce qu'avoir une albumine 15 jours après l'entrée de la personne, ou une préalbumine qui nous est nécessaire de façon hebdomadaire 15 jours après ou 3 semaines après, ça n'a plus son sens. L'albumine a une demi-vie de 20 jours. Aussi, une fois qu'elle est dosée, la répéter n'a pas de sens. C'est une fois par mois qu'on la répétera. La préalbumine a une demi-vie de 2 jours, ce qui fait qu'elle sera utile pour rapidement voir si ce que vous avez mis en place marche, indépendamment de ce que le patient dit faire ou pas. Alors ici, c'est un référentiel de l'HAS qui date de 2007, sur lequel on a 2 parties. La première partie, ici, ça se coupe ici. À gauche, pour les moins de 70 ans, et à droite, pour les plus de 70 ans. Ce sont les définitions HAS de la dénutrition, qu'elle soit sévère, modérée ou légère pour les moins de 70 ans, sévère, modérée ou légère pour les plus de 70 ans. Alors, qu'est-ce qu'on utilise ? Vous voyez que, en ce qui concerne l'âge, donc chez les moins de 70 ans, on va utiliser pour l'indice de masse corporelle des valeurs différentes, moins de 16 pour les sévères, entre 17 et en dessous, et puis pour les légères, 18,5. Ce sont des cut-offs différents, tandis que chez la personne âgée, être déjà à moins de 21, c'est un signe de dénutrition modérée. Après, je vous ai parlé d'amaigrissement. On a tous besoin de petites calculettes, pas bien compliquées, ce n'est pas des calculettes scientifiques. Il nous suffit de savoir quel était le poids antérieurement de la personne, le poids à 1 an, le poids à 6 mois, le poids il y a 1 mois, pour avoir une idée, voyez, de cet amaigrissement. 5% en 1 mois, c'est une dénutrition modérée chez le moins de 70 ans. Même chose chez celui qui a plus de 70 ans. En 6 mois, vous voyez, les chiffres s'accentuent de 5% à peu près, pour permettre de dire qu'une dénutrition sévère en 6 mois de 15% du poids du corps perdu, c'est vraiment ça, une dénutrition sévère. Donc ça, c'est que de la clinique, le poids, la taille et le calcul d'IMC. On a une autre façon de faire en utilisant le MNA. On va le voir juste après. Donc, chez la personne âgée, ce test-là est utilisé. Il y a le MNA complet et le MNA partiel, en fait, qui, je dirais, raccourci, qui permet d'aller plus vite. Je vais vous montrer ces 2 documents. Et là, en fonction de chiffres propres, eh bien, on peut déjà dire que la dénutrition chez le plus de 70 ans est modérée ou pas. Vous voyez ici les dosages d'albumine qui vous permettent aussi ce screening, mais qui sont, par expérience, je vous avertis, il faut faire attention. C'est-à-dire si vous envisagiez de les faire à l'entrée du patient, le patient à l'entrée, il est déshydraté. Quand vous mettez un petit peu, quelques gouttes de poivre sur un liquide fixe, c'est le même liquide, mais une fois réhydraté, vous avez toujours la même quantité de gouttes de poivre, mais dans un volume beaucoup plus important. Donc là, le chiffre est plus bas. Donc si vous la faites trop tôt à l'entrée, vous avez une albumine qui vous semblera correcte, alors qu'en fait, elle est juste sur le même principe que la calcémie, le patient est juste déshydraté. D'accord ? Donc il ne faut pas la faire trop vite. Il faut que le patient soit réhydraté pour que vous ayez vraiment son albumine, puisqu'il y a un pronostic qui est corrélé à ce taux d'albumine, comme je vous l'ai montré précédemment. Moins de 30 grammes par litre d'albumine, vous savez que le patient peut y passer. La préalbumine est en milligrammes par litre, donc là on a les autres cut-offs qui sont identiques. Et pourquoi la CRP? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez vu CRP, vous avez dû vous dire pourquoi l'état nutritionnel nécessite ce paramètre, qui est un paramètre qui est non spécifique, mais qui nous dit
l'inflammation de la personne est présente ou pas. Surtout qu'on a souvent affaire à des personnes infectées. Alors la difficulté, c'est que pour pouvoir utiliser ces valeurs d'albumine, eh bien, il faut avoir, en fait, il faut être dans des conditions où on se trouve avec une CRP qui soit pas trop haute, qui soit. Et là, vous avez ici les cut-offs. Si on a un de ces critères-là, eh bien, on prendra avec plus de pincettes les résultats qu'on a là. Il y a des situations particulières qui montent, qui font monter la préalbumine, qui font descendre la préalbumine, ou bien l'albumine, des syndromes néphrotiques ou autres. Donc tout ça, ça complique l'interprétation. Alors, je vous ai parlé du MNI, MNA simplifié. Voilà, on a, je vous le montre jusqu'au bout, vous voyez, quelques questions sur lesquelles, en fait, au niveau de l'échelle, on va ajuster, donner un score. Le patient présente-t-il une perte d'appétit? A-t-il une perte récente de poids de moins de 3 mois? Quelle est sa motricité actuelle? A-t-il une maladie aiguë ou un stress psychologique dans les 3 derniers mois? Des problèmes neuropsychologiques? Quel est son IMC? On le retrouve. Et voilà, sur 14, on a un score. Donc 12 points ou plus s'il est normal, 11 points ou moins, possibilité de malnutrition, et là on fait le MNA intégral. Le MNA intégral, c'est celui-là. Ça tient sur une page aussi. Donc, vous voyez, on y retrouve la première partie et d'autres questions de GAR qui permettent en fait de coter différemment et d'augmenter le nombre de questions et l'évaluation globale. Donc là, on a un risque de malnutrition entre 17 et 23,5 et puis un mauvais état nutritionnel lorsqu'on est à moins de 17 points. C'est parfois un questionnaire plus utilisé dans des EHPAD, par exemple, ou des services d'SSR. Tout dépend en fait du type d'institution dans laquelle vous vous en servez. Et je vous montre ce document qui est très très bien fait pour ceux qui ont en charge en particulier les personnes âgées, puisque en fait il y a un document, là c'est la synthèse on vous donnera, je laisserai ce document, qui fait une page sur lequel vous avez les recommandations concernant la personne âgée pour son dépistage de dénutrition, où vous retrouvez là que pour la personne âgée tout ce que je vous ai dit, et puis ce qu'on va voir tout à l'heure, de quelle façon on prend en charge la personne dénutrie, sa surveillance, voilà, et des conseils. Ça tient sur... il y a combien de pages? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. 4 pages, donc 2 recto verso, quoi. Au niveau des équipes, les problèmes pratiques en dehors du poids, c'est de recueillir la taille. On a des patients qui sont parfois en position fétale, qui sont difficiles à déplier ou carrément pas du tout dépliables, qui ne tiennent pas debout. Donc on va utiliser une formule particulière qui est la formule de Shumlea, qui permet, en mesurant la hauteur talon-genou, à partir de ces équations-là, d'arriver à obtenir la taille, si on est un homme ou si on est une femme. Donc c'est très bien connu des gériatres, ces formules. Vous les trouvez sur Internet, voilà, c'est très accessible. Alors si on regarde plaie et dénutrition, qui est le sujet du jour, eh bien, il faut avoir un déséquilibre entre les besoins qui permettent de retrouver l'intégrité de l'enveloppe corporelle et les dépenses énergétiques qui permettent de resynthétiser les composants nécessaires pour la cicatrisation. Alors j'attire votre attention sur l'enveloppe corporelle. Quand on pense enveloppe corporelle, on pense souvent uniquement la peau, où qu'elle soit. Sauf que notre milieu extérieur, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur du tube digestif. Et toute notre enveloppe, notre barrière intestinale, est elle-même une barrière de notre enveloppe corporelle qui nous protège de l'extérieur.
Donc elle compte aussi. Et comme on va s'occuper de renutrir des malades, on va aussi tenir compte de l'état de cette barrière-là et de ses capacités à absorber ou pas les aliments. Alors, je vais vous expliquer ces petites initiales-là. On a vu donc que la dénutrition repose sur un déséquilibre. Et je vous ai parlé dès le début d'une dépense énergétique globale que chacun d'entre nous a au quotidien. Alors cette dépense énergétique totale du quotidien, on l'appelle DET. Elle va comprendre plusieurs composantes. Celle énergétique de repos, qui correspond à celle de toutes nos activités automatiques, pour faire simple, lorsque nous sommes en train de dormir, tout le travail enzymatique qui se fait en automatique, le fait de maintenir sa température à la bonne température, tout ce travail-là est consommateur d'une quantité qui habituellement, si on met les 100% ici, représente 60% à peu près de nos dépenses. Ça, la TA, c'est thermogénèse alimentaire. Chaque fois que nous absorbons des nutriments, protéines, lipides, glucides, notre corps ne peut pas les utiliser sans payer une taxe. Et cette taxe qu'il doit payer, c'est une taxe qui va être différente en coût en fonction de la nature du nutriment qui arrive. Il va payer plus cher les protéines, par exemple, que les glucides ou les lipides. Et il paye très peu cher pour les lipides, ce qui fait qu'on a une propension à prendre du poids beaucoup plus facilement aussi. Et puis, donc ça représente à peu près 10% de cette dépense énergétique totale. Et puis, on a la dépense de l'activité physique, qui est de l'ordre de 15 à 30% en fonction des personnes. C'est-à-dire, vous voyez, le pourcentage, celui-là reste à peu près fixe. C'est entre ces deux-là qui se passe quelques pourcents si on a un grand sportif. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'exceptionnel sur des périodes de vie. Alors, en physiologie, ça va être la croissance, ça va être la grossesse, ça va être des moments particuliers de la vie où il nous faut plus. C'est les dépenses exceptionnelles. Mais en pathologie, c'est les plaies, par exemple, l'objet d'aujourd'hui. Alors, au lieu d'utiliser cette formule-là, on essaye de la simplifier en utilisant celle-là. Donc, vous reconnaissez toujours la dépense énergétique totale, la dépense énergétique de repos. Et ici, on a le niveau d'activité physique. Et ici, on a les facteurs d'agression. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est un petit peu petit. Le facteur d'agression, il est variable, fonction de situations différentes. Alors, autant vous trouverez de publications, autant vous trouverez des chiffres différents pour ces facteurs d'agression. Donc, je vous ai donné une référence qui est d'un livre relativement récent du professeur Schlinger de 2009. Voilà, un cancer non évolutif et une fièvre par degré, on rajoute 1,1 à chaque fois au niveau de ce facteur. Une chirurgie mineure, on est à 1,2. Une dénutrition chronique, un patient agressé hypermétabolique, ce qui est l'objet d'aujourd'hui, on est autour de 1,2 à 1,5. Une infection sévère qui peut compliquer encore les choses, on est à 1,6. Et donc ces facteurs d'agression s'ajoutent. Et les brûlures, on est à 2 et plus, en fonction de la surface corporelle brûlée. Le niveau d'activité physique, vous voyez, en fonction de cette activité physique, qu'elle soit faible, moyenne, forte et intense, globalement, sans des choses, je vous donne vraiment des choses basiques, sans qu'on soit rentré dans le détail de cette activité physique qui suppose d'autres études, on peut utiliser des facteurs 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 à 2, voyez, pour répondre à ça, faible, moyen, fort, intense. Donc là, on a toutes les composantes pour pouvoir calculer notre dépense énergétique totale, sauf ça.
est-ce qu'elle est? Il me manque une diapo. Alors, la dépense énergétique de repos, globalement, on est entre 1200 et 1600 kilocalories en fonction des individus. Et elle se calcule à partir de formules. Alors, je l'ai peut-être mis un peu plus loin. Je vais continuer, puis je vais voir. Si je ne vois pas, s'il me manque une diapo, dans ce cas-là, je vous donnerai le lien pour trouver la formule. Donc, la renutrition, elle va être différente en fonction de la gravité de cette dénutrition et de l'intégrité ou non du tube digestif qui, comme je vous le disais, vous protège en tant que barrière contre l'extérieur. Il y a une règle en renutrition, c'est de toujours préférer utiliser le tube digestif s'il est fonctionnel. Pourquoi? Parce que ça vous protège de toutes les erreurs médicales. Quand on est par voie parentérale, si on se trompe, le malade, tout de suite, il va avoir des répercussions. Par voie entérale, la barrière digestive fait ses choix vis-à-vis de ceux qui passent et protège, elle est là pour nous protéger, elle protège l'individu en prenant sélectivement ce qu'elle veut prendre. Donc c'est une voie qui a plus de sûreté, qui est très efficace et qui est bien moins chère, si on doit parler de coûts, en termes de nutrition parentérale, sur l'entéral. L'entéral est bien moins cher que le parentéral. Alors, pour renutrir, il faut apprécier la gravité de la dénutrition. Vous avez vu, il y avait dénutrition légère, modérée et sévère. La voie parentérale, elle sera utilisée initialement sur des dénutritions très sévères. Un exemple, nous avons reçu dans le service d'endocrinologie, il y a 1 mois et demi, un patient d'1,81 m qui pesait 34 kg. L'indice de masse corporelle de la personne était à 10. Voilà. Certains l'ont vu ou l'ont croisé. Voilà, 10. Et ce patient est sorti il y a 15 jours sur ses pieds avec un indice de masse corporelle à 12,5 après une renutrition très patiente où on a démarré obligatoirement sur des IMC comme ça par du parentéral. Alors, pourquoi le parentéral? Parce qu'il faut prévenir d'une complication due à une ouverture trop large de l'alimentation que je vais vous expliquer et qui va tuer votre patient alors même que vous étiez là pour bien faire et le renutrir. Donc c'est suffisamment grave pour que je vous explique ce que c'est derrière. Et c'est la raison pour laquelle, sur des dénutris sévères, quand vous êtes sur des IMC très bas, eh bien, il faut adresser. Vous ne pouvez pas gérer ça en ambulatoire. Donc vous m'adressez à l'hôpital et je vous les redonne après pour que vous continuiez. Alors, la prévention du syndrome de nutrition, puis après, donc on a une nutrition entérale si le tube digestif n'est pas malade. La renutrition va dépendre aussi de l'intégralité ou non du tube digestif. Elle restera parentérale exclusive si le tube digestif est malade. On ne pourra pas faire autrement. Je vous donne le cas par exemple d'une amylose digestive. Eh bien, vous ne pouvez pas donner une nutrition orale ou entérale. Rien ne sera absorbé. Alors, ce syndrome de renutrition inappropriée, je vais essayer de vous l'expliquer de façon très simple. Lorsqu'un patient est dénutri, tous les circuits et besoins accessoires sont fermés petit à petit. Imaginez, c'est quelqu'un qui se met en mode hibernation, c'est-à-dire il n'a plus assez à manger, il n'a plus assez à boire, et bien petit à petit il réduit son activité physique, il s'isole et puis les fonctions descendent. Vous voyez dans quel état arrivent les personnes déshydratées ou dénutries sévères, elles n'arrivent plus à réfléchir, à parler, etc. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de circuits qui s'arrêtent. Ils sont mis en veille. L'objectif est la survie de l'être humain. Donc tout ce qui est accessoire est arrêté. Lorsque vous donnez à ces personnes la possibilité d'être renutries, si vous
y allez trop rapidement, vous allez de toute façon faire face à la réouverture de ces circuits accessoires. Et le problème, c'est que ces circuits accessoires, en se réouvrant, vont pomper sur tout ce que vous apportez pour le circuit vital. Et la grosse pompe va se faire au niveau ionique, au niveau métabolique et au niveau des oligo-éléments et caloriques. Mais le plus grave et le plus rapide qui va tuer votre patient, c'est la pompe au niveau ionique. Il y a apparition d'un déficit en phosphore alors que vous avez un phosphore de départ qui pouvait être sur des normes inférieures ou même médianes. Et puis une hypocalcémie, une hypomagnésémie, tout ça, ça entraîne des troubles du rythme cardiaque, une convulsion au niveau neurologique. Les neurones ne supportent pas cette dépression en phosphore et le décès de la personne. Ça concerne uniquement le dénutri sévère, enfin quasi exclusivement le dénutri sévère. C'est pour ça qu'il est important de voir dans quel cas vous vous trouvez avant de prendre en charge quelqu'un. Une anecdote qui va vous parler à tous. Lorsque les camps de concentration ont été ouverts et que les personnes dénutries, telles que vous les avez vues à la télévision dans des films d'époque, sont sorties, on ne savait pas ça. Donc les personnes ont eu une alimentation libre. Et parfois, les familles, heureuses de les retrouver, ou les gens autour, les ont gavés, leur ont donné une alimentation trop importante par rapport à ce qu'ils pouvaient ingérer. Et ils sont décédés alors qu'ils venaient d'être libérés parce qu'ils sont décédés de ce syndrome de renutrition inappropriée. Donc il faut faire attention. Et le patient en question dont je vous parle, celui que j'ai évoqué là, qui est sorti du service, sort avec une restriction alimentaire toujours pour tenir compte de cette augmentation progressive qu'il doit suivre pour ne pas mourir. Alors, le suivi quotidien de ces ions se fait les premières semaines, en même temps que l'apport parentéral. Et donc, c'est important que vous soyez avec des référents spécialisés. Donc, je puis vous aider et vous guider si vous avez des patients qui relèvent de ces cas. Alors, on va voir quelques cas cliniques. Le patient en forme, pas ou peu dénutri, alité pour plaie traumatique. Il mange bien, il n'a pas de difficulté. Il mange tout son plateau et le plateau, c'est 2000 kilocalories. On évalue sa dépense énergétique totale. Le plateau est mangé, donc on sait qu'il a couvert au moins 2000. Si on n'est pas à sa situation individuelle, on peut ajuster en lui donnant un complément nutritionnel oral. Ce qui est recommandé lorsqu'il y a des plaies, c'est d'arriver à 1,5 g kilo jour de protéines. Donc, c'est pas en plus de ce qu'il a tous les jours. Hein. Donc, c'est voilà. Et on peut les apporter sous forme d'œufs. Alors, donc, j'avais fait cette correction, donc je comprends pourquoi il me manque. Ça n'a pas enregistré ma dernière correction, c'est pas grave. Je ferai avec. Donc, 1,5 g kilo jour de protéines, c'est pas en plus, vous enlevez-le en plus. Et les œufs, c'est ce qu'on donne en fait pour enrichir, puisque le jaune d'œuf contient tous les acides aminés essentiels utiles pour pouvoir fabriquer les protéines. On couvre la couverture calorique de cette dépense exceptionnelle, voilà. Et là, on a quelqu'un qui va tranquillement resynthétiser tout ce qu'il faut pour fermer sa plaie. L'autre cas que nous connaissons davantage, c'est le patient âgé, fatigué, alité pour plaie, qui mange peu ou qui mange avec peine, qui mange entre un quart et un demi de son plateau. On évalue sa dépense énergétique totale, c'est le même principe. On a des feuilles de suivi alimentaire qui ne doivent pas être très très compliquées. Vous voyez finalement s'il mange le quart, la moitié ou les 3/4 de son plateau. Ça peut être simplifié à l'extrême comme ça pour avoir une idée du nombre de calories pris. Par contre, vous aurez une attention particulière sur les protéines, puisque en fait, pour cicatriser, il faut davantage de protéines. On peut compléter par un CNO s'il le prend. À domicile, on enrichit donc avec des œufs éventuellement. Et si on n'est pas
rapidement en fait apprendre ce qui est nécessaire pour lui, et bien là, il faudra envisager une nutrition artificielle. Cette nutrition artificielle, il faut la différencier du fait que le malade mange ou pas. Et ça, c'est très important. Trop de personnes associent le fait de « je mange, donc j'ai pas besoin de sonde ». Cette nutrition artificielle donc, est proposée sur une sonde nasogastrique lorsqu'elle est par exemple inférieure à 15 jours. Et si c'est beaucoup plus long, ça peut être proposé sur gastrostomie, cette nutrition entérale. Donc, partons d'abord de la sonde nasogastrique. Les recommandations sont celles-là, 1,2 à 1,5 g kg jour de protéines pour la personne qui a des plaies. Au niveau calorique, en évaluant la DET, on va évaluer la hauteur de ce qu'on doit rajouter à cette dépense exceptionnelle. Et ça se fera pas que sur le plan théorique, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous donnez quelque chose, vous regardez au niveau de la plaie si ça cicatrise ou pas, si ça change quelque chose ou pas. Alors, je vous ai dit qu'il manquait une formule. Donc la formule en fait, qui permet de calculer la DER, c'est la formule de Harris et Bénédicte. C'est ça que vous trouvez sur Internet. Il y en a pour les femmes, il y en a pour les hommes. Harris et Bénédicte, elle prend pour être calculée, donc il y a plusieurs constantes. Une qui concerne le poids, une qui concerne la taille et une qui concerne l'âge. Ça vous donne à peu près, en fonction du sexe et de l'âge et de la taille de la personne, ce qu'elle devrait avoir comme dépense énergétique de repos. Et puis après, vous avez vu, dans notre formule, il y avait le niveau d'activité physique qui est de 1,2 chez quelqu'un d'alité. Et puis, il y a le facteur d'agression pour pouvoir avoir cette dépense énergétique totale. Alors, je m'adresse à vous, soignants, parce que nous apprenons tous ensemble par ce que nous faisons de bien et de moins bien. Alors, il y a des phrases que vous avez prononcées, que nous avons prononcées, et qu'il faudrait que nous ne prononcions plus pour pouvoir aider les patients à mieux accepter et bénéficier de traitements utiles pour leur cicatrisation. Donc je les ai j'ai fait un catalogue de ce qu'on a l'habitude de dire. Donc ne pas dire « si vous ne mangez pas, monsieur, je vais vous mettre la sonde ». Donc ça, c'est souvent dit, parce que là, le patient, pour lui, si il a la sonde, c'est qu'il est puni. Voilà. Et il va dire « ah ben je mange, donc pas la sonde ». C'est un mauvais message. On ne dit pas qu'on va arrêter, ça c'est au niveau médical, la sonde dès qu'il remangera. Et surtout, dès qu'il remange, on n'arrête pas la sonde. Parce qu'il faudra l'arrêter lorsqu'on sera vraiment sur un équilibre où là, la cicatrisation est avancée ou terminée et qu'il y a vraiment une couverture possible orale véritable prolongée. Avant qu'un patient qui remange arrive à couvrir les 2600 kilocalories qu'il doit couvrir par jour, il faut du temps. Donc il faut vraiment dissocier. La sonde et la nutrition artificielle sont des moyens thérapeutiques pour aider à la cicatrisation, pour apporter le complément alimentaire que la personne ne mange pas encore et les protéines qu'elle ne mange pas encore. On se projette tous à la place de nos patients, surtout quand nos institutions nous donnent des sondes à un calibre très important, où on a l'impression qu'on va poser des sondes urinaires. Donc, nous sommes collectivement des freins à la pose de ces sondes, parce que nous ne sommes pas forcément munis des bons outils, parce que c'est un geste particulier où on va anticiper la douleur faite à l'autre et où on va freiner déjà en tant que soignant pour pouvoir y arriver. Donc ça, il faut qu'on arrive tous ensemble par des bonnes pratiques et un apprentissage en fait différent de la pose de ces sondes avec le matériel adapté à faire ce qui doit être fait. Donc il faut savoir que les sondes nasogastriques doivent être en polyuréthane ou en silicone et pas en PVC. Donc ça c'est important au niveau pharmacie. Si vous en avez en PVC, ne les posez plus.
elle donne des nécroses de nez, elle donne des œsophagites. Donc il ne faut pas poser ce matériel-là. Les sondes peuvent être lestées ou pas. Elles doivent être adaptées au nez de la personne. Donc ça, j'en ai parlé parce que j'ai vu, en me baladant dans des services, un patient avec une sonde, comme ça. Ça m'a tellement choquée. Voilà. Donc, pour un adulte, il faut faire petit. Ce sont des sondes numéro 8 ou 10, pas plus gros que ça. C'est des petites sondes. Et chez l'enfant, on descend à du 6 et même en dessous. Donc, autant vous dire qu'on est loin des French qui sont disponibles dans les établissements, et c'est ça qu'il faut que collectivement nous fassions changer. Donc elles ne sont pas utilisées pour passer des médicaments puisque le diamètre est vraiment petit, ce sont comme des nouilles, comme des spaghettis, et les médicaments, même bien pilés, vont les boucher. Après, s'il n'y a pas d'autre choix, parfois c'est fait quand même, et sachez que vous pouvez déboucher au Coca-Cola. Pourquoi ? Parce que le Coca-Cola digère tout, y compris vous et votre... Alors, comment poser la sonde ? On va mesurer la distance nez-coude. Donc, comme ça, on la tire. Voilà, on passe là, jusque là. Voilà. Elle est passée par une narine. La tête est fléchie. La tête du patient est fléchie vers son menton. On y va lentement, on ne le brutalise pas. Et surtout, on enlève le garde-fil au moment où on progresse, sinon à un moment donné, on va blesser la personne. Certains la fixent uniquement sur la joue, notamment sur des IMC très très faibles avec des transparents, vous savez. D'autres la fixent aussi au niveau du nez. Mais dans tous les cas, quand la moustache est faite sur le nez, il faut utiliser... Alors, ça se fait comme un... Vous voyez un papillon comme ça, qu'on a découpé des deux côtés. On a fait les deux entailles du sparadrap. Et puis, c'est ça qu'on va enrouler en bas et enrouler en haut. Donc, on va ensuite faire une double marque à la racine du nez sur la sonde avec un marqueur indélébile et une deuxième marque pour que le soignant qui passe dans la chambre dès l'entrée regarde si les deux marques sont visibles. Si les deux marques sont visibles au bon endroit, il sait que la sonde n'est pas sortie. Et ça, c'est important et c'est un gain de temps pour que vous ayez la sécurité de vos patients. On note dans le dossier infirmier la place du repère nasal et la distance hors nez de la sonde, ce qui vous permet, au niveau des équipes, de pouvoir communiquer les uns aux autres en permettant de vérifier la repose si la personne s'arrache la sonde. Le test à la seringue ne sera jamais une garantie à 100%, vous le savez, que ce soit en place. On fait un ASP après la pause. Et pour nous, on regarde que le bout de cette sonde soit prépylorique, à la limite avec la ligne médiane. On retire un peu si besoin, on refixe et on remet les repères dans le dossier infirmier. Donc cette renutrition, elle doit être progressive, dépendante de l'état du malade. S'il est très dénutri, alimentation sans sel stricte, c'est très important. Et on fait ça parce que sinon, on a des défaillances cardiaques, en fait, insuffisance ventriculaire gauche, sur des gens qui ne peuvent plus gérer des volumes plus importants au niveau liquide. On démarre sur des IMC à 10, là, comme ça. J'ai démarré à 25 kcal kg et on augmente très, très doucement, de 5 kcal kg, tant qu'il n'y a pas d'œdème. S'il y a un œdème, ça ne va pas. Il faut revenir au palier antérieur, qu'il faut prolonger jusqu'à ce que l'œdème soit résorbé. Il ne doit pas y avoir d'œdème. Tant que l'alimentation est à moins de 1500 kcal jour, le patient est incapable de couvrir physiologiquement les apports en oligoéléments et en vitamines. Donc il faut les rajouter. C'est le Nonan ou le Décan que vous avez dans vos établissements et le cerner vite. Donc cette renutrition est progressive, dépend de l'état du malade. On surveille cette nutrition entérale, la position, et on surveille l'évacuation. Dès qu'il y a une diarrhée, ça veut dire que le débit est trop rapide. Le corps réagit en hypersécrétant au niveau du tube digestif, ce qui l'agresse parce que trop concentré pour lui, trop rapide pour lui. Donc il faut baisser le débit et préférentiellement, en fait, on passe ces nutritions entérales la nuit
pour permettre aux patients en journée de continuer à manger tranquillement. Après, si la quantité est trop importante, eh bien on va mettre avec le système des pompes, ce qui permet d'aller tout doucement. Le patient est assis, il n'est jamais couché lorsqu'il a une nutrition artificielle, il est assis en proclive pour éviter de favoriser la remontée et l'inhalation. L'objectif, on essaie d'arriver à 30 ou 40 kilocalories kilo-jour, mais ça c'est la théorie. Si vous avez déjà quelqu'un à 25, et il nous a fallu 1 mois et demi avant d'arriver à du 35 kilocalories kilo-jour, que je ne dépasse pas pour le patient en question, parce qu'on a des œdèmes après, et des œdèmes parce qu'il va voler de l'alimentation ailleurs, salée. Et cette nutrition entérale, on la complète par de l'eau, parce que c'est pas compris dedans, même si c'est liquide, cette nutrition entérale, donc il faut permettre des rinçages et d'avoir suffisamment d'eau, 1,5 litre à peu près d'eau en plus per os. La surveillance biologique, l'albumine 1 fois par mois, la préalbumine elle se corrige, la première, donc tous les 15 jours, c'est 1 fois par semaine ou tous les 15 jours, ça dépend de vos capacités. Le bilan hépatique, parce qu'il peut être très perturbé par la nutrition entérale, et dans ce cas-là, on devra l'arrêter. On doit faire attention à la fonction rénale. Le cerner vite est contre-indiqué. S'il y a une insuffisance rénale, il faut faire très attention. Donc les produits de la rénutrition lors de plaies, eh bien, on les choisit. Pourquoi on demande à ce qu'il y ait cette hyperprotéinisation? Parce que l'arginine, par exemple, va permettre une augmentation et une vasodilatation grâce à la hénosynthase, mais aussi augmenter la synthèse de collagène. Donc vous connaissez le cétornon, disponible en 5 grammes ou en 10 grammes au niveau des institutions. On essaie avec les CNO d'être hypercalorique, hyperprotidique. En entéral, c'est aussi l'objectif. Et si on a des escarres, on essaye d'arriver entre 35 et 40 kilocalories kilo-jour au minimum. On a bientôt terminé. Quelle est la place de rajout de vitamines particulières ou pas? Donc, je vous ai déjà dit que tant qu'on est à moins de 2500, il faut les apporter. Donc, cernez vite nos noms des camps. La vitamine A, il est connu qu'elle améliore la cicatrisation. De quelle façon? Parce qu'elle stimulerait la phase inflammatoire, la prolifération fibroblastique et la synthèse du collagène, l'angiogénèse et l'épithélialisation. Donc, ça peut être intéressant d'en apporter en plus. La vitamine C, elle, est un cofacteur indispensable des protéines et lysines qui interviennent dans la synthèse du collagène. Donc, il n'y a par contre pas de bénéfice à supplémenter au-delà du besoin quotidien. La vitamine E, il y a des essais contradictoires, des études qui montrent qu'il y a un plus, d'autres un moins. Et le zinc, par contre, il y a un rôle prouvé pour lui lorsque uniquement il est déficient, c'est-à-dire s'il y a une carence préexistante chez le patient, comme par exemple le patient drépanocytaire, puisqu'il y a ulcère et drépanocytose plus tard dans cette journée. Donc, rôle pour la défense immunitaire, il permet aussi de protéger l'individu contre les infections. En conclusion, la prise en charge de la dénutrition doit être multidisciplinaire. Elle est complexe. L'écoute du patient est au cœur de tout, parce que sinon, on va être délétère. Il faut se former et est ouvert depuis 2 ans un DU de nutrition clinique qui lui-même est sur 2 ans. Donc, c'est la première série qui est en cours cette année, ouvert aux médecins, aux pharmaciens, aux internes, aux infirmiers, aux diététiciens après examen du projet. Et la prochaine promotion démarrera en 2016-2018. Donc là, actuellement, la première promotion de 35 personnes va entamer sa 2e année du DU. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Mistry, pour cette communication complète et extrêmement claire et pratique. On a encore le temps pour quelques questions. Juste une question pratique en libéral pour les sondes nasogastriques. Évidemment, on n'a recours que à la seringue pour le contrôle. Et là, j'apprends qu'effectivement, c'est pas terriblement fiable.
Alors, au niveau du CHU, donc je suis dans le service d'endocrinologie, diabétologie, et dans les projets de mise en place pour aider la ville, je vais monter un programme court en hôpital de jour pour vous permettre d'adresser le patient, d'avoir la pose de la sonde, d'avoir le contrôle radio et le premier passage, démarrage de la nutrition pour s'assurer que ça se passe bien. Ce qui permettra de vous soulager de ces procédures. Ça n'empêche pas que derrière, il faut faire le test à la seringue tous les jours, que si vous avez l'impression qu'il y a des résidus, il vaudra mieux limiter le débit, voire sauter un tour pour s'assurer que tout va bien. En fait, il faut examiner son patient. Ça ne suffit pas, le test à la seringue, on pose et on dépose. Non, il faut vérifier l'absence d'œdème, qui, quand le patient est allongé, ne sont pas au niveau des pieds, mais sont ici, sont derrière au niveau des lombes, c'est-à-dire au niveau des parties déclives. D'accord ? Il faut toujours bien faire attention à ce que la famille ait bien compris, qu'il soit être surélevé, etc., qu'il ne bouge pas. Voilà. Et après, il faut savoir aussi que pour permettre que ce soin s'accompagne aussi d'une autonomie, il existe des petits sacs à dos pour pouvoir porter sa nutrition entérale et sortir si on veut. Donc voilà, on n'est pas cloué au lit avec une nutrition entérale. Et le fait de le faire en cyclique, en nocturne, c'est vraiment quelque chose qui permet à la personne de continuer d'être à sa famille, quel que soit le pronostic de ce cas-là, d'être à sa famille en journée et la nuit branchée. Voilà. Donc je vous préviendrai, je pense que je ferai une information à la ville dès qu'on sera prêt. J'attends que mon équipe soit constituée pour pouvoir offrir ce service et que ce soit quelque chose qui soit utilisable à la fois par les médecins du CHU, mais aussi par l'extérieur. Et donc je reste le nutritionniste référent au niveau médical pour permettre ces prises en charge. Quand vous avez des soucis avec des gens très dénutris, il ne faut pas hésiter à m'interpeller, je suis là pour ça. Une autre question ? Je vois que l'hypoglycémie commence à guetter. Non ? C'était très clair, effectivement. Donc, je vous remercie, Marie-Laure. Et puis, je te libère, donc, parce que je sais que tu as des obligations. Merci à tous.